Dans cette diapositive, on attaque une partie très intéressante, c'est la relation entre la surface équivalente et gain de l'antenne de réception. Donc, on utilise une antenne émettrice en émission et une antenne réceptrice en réception. Donc, en se basant sur le principe de réciprocité. Donc, on va trouver la relation entre la surface équivalente, ou bien la surface effective, et le gain de l'antenne de réception. Donc la première situation, l'antenne 1 en émission et l'antenne 2 en réception. L'antenne 1 en émission, elle a une puissance émise, puissance fournie à l'antenne pour qu'elle puisse bien sûr fonctionner, et une puissance rayonnée, ou bien une puissance émise. Après la puissance fournie à l'antenne, il y a une puissance émise. Parce qu'il y a après la perte, etc., d'électrique et métallique au niveau de l'antenne, on a une puissance émise ou bien une puissance rayonnée. Et l'antenne émettrice, elle a un gain G1, elle a une surface, elle a un gain G1 lorsqu'elle est en émission, et un gain et une surface effective, bien équivalente lorsqu'elle est en réception. Pour l'antenne réceptrice, elle a une puissance reçue. Elle reçoit une puissance de l'antenne émettrice. Elle a un gain G2 lorsqu'il est en émission. Et elle a une surface effective ou bien équivalente lorsqu'il est maintenant il est en réception. Donc la relation entre les deux, c'est... Donc il y a une relation entre l'émission et la réception. Et PR sur PF égale à A2 fois G1 sur 4PR carré. Donc, cette relation, elle vient de ce que le gain, il vient du gain, parce que G1 à quoi égal. C'est je calcule G1, on a déjà vu. G1, c'est la densité de puissance. Donc A2, commençons par A2, donc c'est la surface effective, la surface équivalente, A2 à quoi égale? Égale à PR fois la densité de puissance, ici. A2 égale à PR, PR égale à A2 fois la densité de puissance. Et la densité de puissance à quoi égale? Elle est en fonction du gain G1. La densité de puissance est égale à G1 fois PF sur 4PR carré. Donc, je remplace la densité dans la relation PR égale à A2 fois PR θ phi. Et je trouve cette relation. PR sur PF égale à A2 fois G1 sur 4PR carré. La même chose lorsqu'on change les rôles des deux antennes. C'est la situation 2. C'est que l'antenne 2 en émission et l'antenne 1 en réception. L'antenne 2 en émission et l'antenne 1 en réception. Donc l'antenne 1, qu'est-ce qu'il a comme puissance reçue? PR. L'antenne 2, il a une puissance fournie PF. Donc l'antenne 2, il a un gain G2, il a une surface équivalente lorsqu'il est en réception, A2. Et l'antenne 1, il a un gain G1. Lorsqu'il est en émission, il a une surface effective lorsqu'il est en réception. De la même façon précédente, PR à quoi égale à la densité de puissance qui se trouve en un point de l'espace, donc au niveau de l'antenne 1, fois le gain G1. C'est clair? Donc G1 fois la surface effective A1. PR égale à 1 fois PR θ phi. Et on détermine PR θ phi en fonction de G2. PR θ phi à quoi égale? Égale à G2 fois PF sur 4PR carré. Donc je remplace PR θ phi dans la relation PR égale à G1 fois égale à 1 fois PR θ phi et je trouve cette relation. Donc les deux rapports sont les mêmes, c'est le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, une antenne, on l'utilise en émission comme on l'utilise en réception avec les mêmes caractéristiques. Donc le même rapport PR sur PF est égal à PR sur PF dans les deux situations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A2 fois G1 sur 4PR carré égale à GA1 fois G2 sur 4PR carré.
Dans ce cas-là, on va trouver la relation entre la surface effective ou bien équivalente lorsque l'antenne est en réception avec son gain lorsqu'il est en émission. Donc, puisque PR sur PF, le rapport est le même dans les deux situations, donc A1 fois G2 sur 4PR carré égale à A2 fois G1 sur 4PR carré. Et implique que A1 sur G1 est égal à A2 sur G2 égale à une constante. Mais cette constante est égale à lambda carré sur 4pi. Donc la relation entre une surface équivalente quelconque et une surface qui est équivalente d'une antenne en réception avec son gain lorsqu'il est en émission égale à A égale à G1 fois lambda carré sur 4pi carré. Ou bien G égale à 4pi sur lambda carré fois A. Ça, A équivalente en général est égal à lambda carré sur 4pi fois G tout à fait. Avec lambda, c'est quoi? C'est la longueur d'onde de l'antenne qui se propage dans longueur d'onde de l'onde qui se propage dans l'espace libre. On va prendre un exemple très important dans le domaine des communications par satellite. Il y a un satellite Hurtbird, il est lancé en 1995. Il met un signal avec des caractéristiques suivantes. Satellite géostationnaire, parce qu'on sait très bien que tous les satellites géostationnaires se trouvent à une distance de 36 000 km de la Terre. Et là, une antenne qui a une pire, on a déjà vu la pire, la puissance isotope rayonnée équivalente est égale à 49 décibels watts. Donc on se réfère sur le watt, parce que la puissance, la pire était bien sûr en watts. Et la fréquence de communication, la fréquence pour envoyer, parce qu'on sait très bien le Hurtbird, donc là on voit sur la fréquence 12 GHz. On montre que la surface équivalente de l'antenne parabolique, parce que dans le toit d'une maison, donc on utilise une antenne parabolique qui communique avec l'antenne du satellite. Donc on suppose que la surface équivalente d'une antenne parabolique est en gros égale à la moitié de la surface du disque. Donc je prends la surface du disque de l'antenne parabolique, donc la moitié de cette surface. La surface équivalente, c'est la moitié de... Donc la surface de captation qui capte l'énergie est égale à la moitié de la surface du disque de la parabole. Donc on calcule la puissance reçue par l'antenne parabolique qui se trouve dans le toit d'une maison. Lorsqu'on reçoit Hurtbird par exemple, pour voir les films, etc., les différentes émissions, donc on a une puissance reçue pour voir ça. Donc on doit la calculer pour une antenne parabolique de diamètre 70 cm. Et comment faire? On va directement calculer PR à partir de la densité de puissance et la surface équivalente. La densité de puissance. PR égale la densité de puissance en un point de l'espace fois A équivalente. Donc, A équivalente, on a déjà dit que c'est en gros, c'est la moitié de la surface du disque. Donc A équivalente égale à 1 sur 2 P D au carré sur 4. Et ça est A équivalent. Donc c'est simple de trouver A équivalente. Le calcul est fait, donc c'est 0,1924 mètres carrés. Et il nous reste à calculer la puissance, la densité de puissance en un point de l'espace. La densité de puissance, on a déjà vu, égale à la pire sur 4PR carré, dans la direction privilégiée. Je remplace la pire déjà, on a déjà la valeur de la pire, c'est 49 décibels watts. On va la transformer en watts, donc c'est 10 à la puissance 49 sur 10 fois 1 watt, fois l'unité. Ce 4pi, donc je remplace R, c'est la distance entre l'antenne parabolique qui se trouve dans le toit d'une maison et l'antenne du satellite. Il y a 36 000 km, donc 36 fois 10 à la puissance 7 mètres le tout au carré. Après, lorsqu'on trouve la densité de puissance, c'est 4,428 fois 10 à la puissance moins 2 watts mètre par cube. On la multiplie par la surface équivalente qui était déjà 0,1924 mètres carrés. Donc ça donne 0,84 picowatts. Picowatt, donc c'est 10 à la puissance, donc 9,30
Oui, presque fois 10 à la puissance moins 13 watts. Donc c'est quelque chose qui est très très faible. C'est quelque chose qui, on peut dire nul, hein, mais c'est pas nul parce que c'est une puissance reçue très très faible et permet bien sûr d'assurer la communication, de recevoir les signaux de Hotbird pour voir bien sûr les différentes émissions dans le bouquet bien sûr des émissions de Hotbird. On va passer aussi au bilan de liaison. Donc tout ce qu'on a fait va nous aider pour comprendre le bilan de liaison. Bilan de liaison ou bien budget de liaison ou bien l'équation de télécommunication ou bien l'équation de Friis. Parce que l'équation de télécommunication a été trouvée par Friis en visibilité directe et après on démontre l'équation de télécommunication en visibilité indirecte. Donc la relation entre l'émission et la réception. Puisqu'on a une émission et on a une réception, donc il y a une relation. La relation, c'est quoi? C'est l'équation de télécommunication, bien le bilan de liaison, bien le budget de liaison, ou bien l'équation radioélectrique, ou bien l'équation de Friis. Donc il y a plusieurs appellations. Et lorsqu'on parle de visibilité directe, ça veut dire qu'on doit éliminer les obstacles. On n'a pas d'obstacles, soit on fait la mesure émission-réception dans un espace illimité, sans obstacles, ou bien dans une chambre anéchoïque, pour éviter d'avoir des réflexions. On suppose que l'espace libre est exempt de tous obstacles dans lequel se trouve un émetteur, un récepteur et leur antenne. Ces émetteurs sont supposés dimensionner négliger la distance qui les sépare. Donc on doit être dans la zone des champs lointains, tout d'abord. Et on évite les obstacles pour être en visibilité directe. Donc l'équation de télécommunication vers l'équation de liaison. Donc on va trouver la relation entre la puissance reçue par l'antenne réceptrice et la puissance émise par l'antenne émettrice. Donc la formule de Friis au bilan budget de liaison permet de calculer la puissance disponible au niveau de la charge en réception en fonction de la puissance fournie à l'antenne d'émission. Antenne sans perte. Antenne sans perte, ça veut dire PF égale à PE. On a déjà trouvé cette relation dans le paragraphe précédent, dans la situation. PR sur PE égale à RGE sur 4pi à carré. Et je remplace AR par lambda carré sur 4 pics GR. On trouve directement PR égale à lambda sur 4pi le taux carré fois GE, GR fois PE. Donc c'est la relation de télécommunication, mais l'équation de télécommunication, l'équation de Friis, ou bien le budget de liaison, en visibilité directe, sans obstacle. On a seulement la perte qui vient du trajet. C'est R, la distance entre l'antenne émettrice et l'antenne réceptrice. On a une distance R. Donc, quand R augmente, la puissance reçue au niveau de l'antenne émettrice, réceptrice, diminue. Donc, il y a une perte qui vient de la distance entre les deux antennes. Il y a une perte aussi qui vient du gain, GE, GR, PE. On va voir par la suite la perte de liaison. C'est lorsqu'on envoie une puissance émise, on reçoit une puissance reçue. Donc la différence, c'est la perte, ce qu'on appelle la perte de liaison. Il y a une perte dans l'espace libre. Perte dans l'espace libre, c'est vient seulement de l'espace, de la distance entre les deux antennes, c'est ce qu'on appelle A ISO. Source de perte, c'est les pertes qu'on peut avoir, donc c'est la visibilité indirecte, perte qui vient de l'affaiblissement de l'espace libre, des adaptations entre les deux antennes. Si les antennes ne sont pas bien adaptées, on peut avoir des pertes. Elles doivent avoir la même polarisation verticale, les deux champs sont parallèles, ou bien polarisation horizontale. Donc, on ne doit pas avoir une désadaptation de polarisation. Le champ E, il y a un qui est un petit peu par rapport à l'autre, que ce soit pour l'émission ou pour la réception. On ne veut pas ça. C'est ce qu'on appelle une désadaptation. Ça permet bien sûr de réduire la puissance reçue au niveau de l'antenne réceptrice.
Le bruit externe aussi. Bruit externe. Les deux antennes communiquent. Il y a un bruit par hasard sur la même fréquence de communication des deux antennes. Elle tombe entre les deux antennes, donc il peut perturber, bien sûr, la communication entre les deux antennes. C'est comme les communications mobiles, entre l'antenne de terminal mobile et la station de base. L'utilisateur communique, mais à un certain temps, et il y a la coupure de la communication qui vient d'un bruit externe qui peut détruire la communication entre les deux. Donc, ce n'est pas bon pour la transmission. Donc, il faut lutter contre ce bruit. Il y a, comme vous le savez, pour lutter contre ce bruit, il y a un codage, bien sûr, spécifique, ce qu'on appelle le codage canal. Il y a aussi ce qu'on appelle la réflexion multiple. Réflexion multiple, il y a bien sûr le rayon. Il y a des signaux qui sont envoyés directement et des signaux qui sont envoyés d'une façon indirecte. Ce qu'on appelle les trajets multiples. On est bien des réflexions multiples. La réflexion multiple ont bien sûr une influence sur la transmission. On souhaite toujours de ne pas avoir les trajets multiples. On communique en utilisant le trajet direct. Mais il y a un trajet direct qui peut être reçu par l'antenne réceptrice. Ça crée ce qu'on appelle des interférences. Interférences qui viennent des trajets à multiples. Il y a des interférences qui viennent des autres sources. La source, l'antenne émettrice qui envoie, il y a d'autres sources qui envoient des informations sur la même fréquence, c'est ce qu'on appelle interférence, de différentes sources. Il y a l'interférence qui vient de la même source, avec des réflexions multiples. Ça peut détruire la communication au niveau de la réception. On peut avoir des paquets erronés, des symboles, des collisions intersymboles, etc. Il y a ce qu'on appelle l'interférence constructive et l'interférence destructive. Interférence destructive, souvent, il annule le signal reçu. Il y a le climat aussi, la pluie, le brouillard, la végétation. La végétation, donc c'est les végétaux, par exemple, ils peuvent bien sûr empêcher l'onde pour aller au récepteur. Elle peut absorber l'onde, il y a des milieux absorbants qui peuvent absorber l'onde, ne peut pas aller au récepteur. Donc il y a plusieurs phénomènes de propagation, ce qu'on appelle les phénomènes de propagation. Il y a ce qu'on appelle distorsion de phase, distorsion d'amplitude, distorsion de fréquence, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de propagation. Avec les réflexions multiples, on peut avoir distorsion de phase et distorsion d'amplitude. Avec la diffraction, c'est le principe de Huygens, source primaire, source secondaire. Au niveau d'une arête, on peut avoir bien sûr une source secondaire. Il y a le signal qui va frapper une arête, après se divise en plusieurs signaux avec des amplitudes différentes. On a ce qu'on appelle distorsion d'amplitude, distorsion d'amplitude. Diffraction, elle provoque bien sûr la distorsion d'amplitude. Et la distorsion de fréquence, c'est lorsqu'on a ce qu'on appelle l'effet Doppler. On a un seul cas où on a distorsion de fréquence, ça veut dire le changement de fréquence lorsqu'on a l'effet Doppler. Mais la fréquence ne change pas, les sources ne changent pas, même s'il pénètre à l'intérieur d'un mur, elle peut pénétrer plusieurs milieux, elle reste toujours la même fréquence. Mais il y a le seul cas où on a un changement de fréquence lorsqu'on a ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler, ça veut dire l'utilisateur, ou bien le récepteur, c'est un récepteur mobile qui se déplace avec une vitesse V par rapport à l'émetteur. Dans ce cas-là, on a un décalage de fréquence. Ce décalage de fréquence, elle vient de la vitesse, de la mobilité. Donc, affaiblissement en espace libre, et il vient de la distance. L'affaiblissement en espace libre vient de la distance entre les deux, un émetteur et le récepteur.
Si la distance augmente, l'affaiblissement augmente. La puissance reçue diminue. Quand on diminue la distance entre les deux antennes, l'affaiblissement diminue. La puissance reçue au niveau de l'antenne réceptrice augmente. C'est le cas de communication par satellite, faisceau hertzien, etc. Donc, on a ce qu'on appelle l'affaiblissement en espace libre. Dans les communications par satellite, on n'a pas des obstacles. On a seulement la distance. Donc, on a seulement l'affaiblissement en espace libre. Donc, on a la visibilité directe. On peut calculer l'affaiblissement de la liaison en utilisant cette relation. Donc, on sait très bien que la puissance en décibels watts est égale à 10 log P sur 1 watt. Donc, on peut trouver directement P, c'est 10 à la puissance P en watts. P décibels watts sur 10 watts. Donc, A en décibels égale à 10 log décimal de PE sur PR égale à P décibels. Donc, c'est l'affaiblissement de la liaison entre antenne émettrice et antenne réceptrice. On a une puissance émise, on a une puissance reçue. La différence entre les deux en décibels est dans l'affaiblissement. Il y a une partie qui est déjà perdue dans l'espace libre, en fonction de quoi? En fonction de la distance et en fonction des gains des deux antennes. Parce que les gains des deux antennes jouent un rôle aussi dans l'affaiblissement un rôle très important dans l'affaiblissement du signal. Ça, c'est pourquoi ici, on remplace PE, PE, donc on revient à l'équation de télécommunication pour remplacer PE et PR pour avoir cette équation. Donc l'affaiblissement en espace libre, l'affaiblissement de liaison, il est en fonction du gain en décibels, les deux gains en décibels et l'affaiblissement en espace libre. Donc l'affaiblissement égale l'affaiblissement en espace libre moins le gain des deux antennes en décibels. Donc l'affaiblissement en espace libre, c'est ce qu'on appelle à ISO, lorsqu'on a deux antennes isotropes. Des antennes isotropes, donc leur gain égale à 1. Dans ce cas-là, on trouve l'affaiblissement en espace libre. A ISO égale à 20 log décimal de 4 pi R sur lambda. Des adaptations qui viennent de feeder, des lignes d'alimentation. Parce qu'on sait très bien que l'antenne se comporte comme une charge à l'extrémité d'une ligne de transmission. Donc on a des pertes entre la ligne de transmission et l'antenne. On a des pertes qui viennent de la désadaptation. Ce qu'on appelle l'adaptation d'impédance, qu'on a déjà vu dans les lignes de transmission. Ça, bien sûr, va diminuer la puissance émise. Parce qu'on veut une puissance fournie à l'antenne, mais malheureusement, il y a une désadaptation. On a une puissance réfléchie, donc la puissance fournie ne va pas arriver comme il faut à l'antenne pour qu'elle soit rayonnée par cette dernière. Les pertes de puissance par réflexion entre les systèmes d'antenne sont à prendre en compte, particulièrement dans les systèmes larges. Donc c'est au niveau du feeder. Il y a les bruits qui viennent de l'appareillage. Aussi, il y a des circuits à l'intérieur, dans la chaîne d'émission, chaîne de réception, des circuits qui rayonnent, qui envoient des parasites sur la même fréquence de communication. Ça peut, bien sûr, ça peut perturber la transmission entre l'antenne émettrice et l'antenne réceptrice. Donc il faut, il y a aussi la réflexion. Antenne émettrice, on voit, il y a un mur. Après la réflexion, il y a un trajet direct, il y a un trajet indirect. Donc ça crée des problèmes, bien sûr, de collision au niveau de la réception. C'est ce qu'on appelle collision intersymboles ou bien des interférences destructives. Diffraction, on a déjà parlé de diffraction. Si le signal frappe une arête, il peut se diviser en plusieurs signaux avec des amplitudes inférieures à l'amplitude initiale dans des directions différentes. Ça aussi crée un problème dans la transmission, ce qu'on appelle la distorsion d'amplitude. Distorsion d'amplitude. C'est pareil, je donne un exemple. Un exemple, c'est que si on a une station de base sur le toit d'une maison, lorsqu'il envoie un signal vers un mobile en bas, donc s'il y a une arête, c'est un coin d'une dalle d'une maison. Dans ce cas-là, le signal va frapper cette arête et après se divise en plusieurs signaux. Dans ce cas-là, le terminal va recevoir un signal avec une amplitude très faible. Ça peut bien sûr arrêter la communication entre la station de base et le
et le terminal, hein, à cause de la diffraction. C'est ce qu'on appelle le principe de Huygens. Le bilan de liaison complet, ça veut dire un bilan de liaison avec bruit externe, avec des affaiblissements, un affaiblissement supplémentaire L. Donc si je prends l'équation précédente avec 100 affaiblissement supplémentaire en visibilité directe, c'est PR égale à PE, GR sur A ISO. Quand A ISO augmente, ça veut dire affaiblissement en espace libre augmente, la PR diminue. La même chose, si on a d'autres affaiblissements comme la végétation, le bruit, la réflexion multiple et tout ce qu'on a vu, donc on doit l'ajouter dans le dénominateur de l'équation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on augmente, PR diminue. C'est logique. En décibels, la même chose. On retranche. Puisque si je prends l'équation en décibels, PR en décibels ou bien décibels watts, PR en décibels M ou bien décibels watts, plus GE, plus GR, moins ISO. On a retranché dans la première équation, moins ISO. Donc on retranche l'affaiblissement pour diminuer la puissance reçue, avec un affaiblissement supplémentaire, on retranche aussi cet affaiblissement pour diminuer encore la puissance reçue. Et dans la pratique, on l'utilise les techniciens par exemple qui installent les antennes d'émission, les antennes de réception, donc ils utilisent les mégahertz, fréquences en mégahertz et les distances en kilomètres. Donc on peut utiliser cette relation pratique. A ISO égale à 20 log décimal R km en kilomètres plus 20 log décimal F en mégahertz plus 32,44. Chambre de mesure. Ça c'est la chambre de mesure pour ne pas avoir de réflexion, pour ne pas avoir un bruit externe. Donc pour faire des mesures dans des bonnes conditions, pour calculer souvent cette chambre anéchoïque utilisée par les sociétés de fabrication des antennes pour trouver un gain exact, presque exact de l'antenne. Dans la notice d'une antenne, par exemple, on trouve un gain de décibels, 15 décibels par exemple. Donc ce gain était déjà calculé dans des bonnes conditions. C'est quoi les bonnes conditions? C'est les chambres anéchoïques. On a les murs, le plafond, bien sûr le sol et tout en éponge, sous forme pyramidale, pour absorber bien sûr une onde. Lorsque l'onde est envoyée par l'antenne, elle va, lorsqu'il est réfléchi au niveau d'un mur, ne sera pas réfléchie, elle sera absorbée pour ne pas revenir à l'antenne réceptrice, pour ne pas créer ce qu'on appelle les lobes secondaires. Les genres d'antennes qui sont utilisés dans la pratique, on distingue les types d'antennes suivants et leurs caractéristiques. Antenne directive, antenne omnidirectionnelle. Les antennes directives, elles ont un gain très important, très élevé, avec un angle d'ouverture très faible. L'usage, c'est les faisceaux hertziennes. Les faisceaux hertziennes sont utilisés parce qu'ils sont envoyés dans une direction privilégiée pour une application bien déterminée. C'est comme ce qu'on appelle les faisceaux hertziennes, ou bien les communications par satellite. Les types d'antennes utilisées, c'est des antennes paraboliques, ce sont des antennes très directives. Les antennes cornées aussi sont des antennes très directives. Les antennes Yagi. Les antennes Yagi sont des antennes qui sont installées dans les toits d'une maison pour recevoir bien sûr l'RTM, 2M, etc. Avec les 400 MHz. Tout le monde a des antennes Yagi dans le toit de la maison qui fonctionnent à 400, autour de 400 jusqu'à 500 MHz. Ce sont des antennes très directives. Il y a les antennes omnidirectionnelles qui sont utilisées par les stations de base, par exemple. Ce qu'ils utilisent, ils utilisent les antennes omnidirectionnelles. Le point d'accès de Wi-Fi aussi utilise une antenne omnidirectionnelle pour que les utilisateurs puissent surfer sur Internet de n'importe quel endroit. Gain plus ou moins constant. Le gain il est constant. Pourquoi? Parce que on a le même champ, quel que soit l'angle phi lorsqu'on tourne autour de l'axe Z de l'antenne. Gain plus ou moins constant dans le plan horizontal et dans un secteur donné.
radio-TV. Donc l'antenne de la radio, c'est une antenne omnidirectionnelle. L'antenne de la télévision, qui se trouve au niveau de l'appareil télévision, donc on trouve ce qu'on appelle la communication mobile. On utilise au niveau de la station de base une antenne filaire. C'est un bras métallique vertical. Donc c'est pour avoir un rayonnement total dans toutes les directions pour que l'utilisateur puisse communiquer avec la station de base de n'importe quel endroit.